Bienvenue chez Reset Your Mind. Vous écoutez le 53e épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un poison silencieux. Un truc que l'on traîne partout avec nous. Au boulot, à la maison, dans nos relations personnelles, professionnelles, dans nos projets, partout où nous allons. Ce truc pesant, collant, désagréable, c'est le poids du regard des autres. Je suis certaine que vous en avez déjà entendu parler, que vous en avez déjà vous-même discuté et que vous l'avez certainement même déjà un peu éprouvé sur vous-même. Peut-être que vous vous en rendez compte, c'est déjà bien, mais peut-être pas, ou en tout cas pas pleinement dans toute son ampleur. Ce regard, ce poids du regard des autres, ce fichu poids, on le traque, on le redoute, on l'anticipe en permanence. Quoi que vous disiez, quoi que vous en pensiez. On attend l'approbation de notre boss pour se sentir compétent ou compétente. On attend l'approbation de notre partenaire pour se sentir aimé. On attend celle de nos parents pour se lancer, pour se rassurer. On attend celle de nos clients pour valider qu'on fait bien notre métier. Celle de nos proches pour légitimer nos choix. Et parfois, on va jusqu'à tout faire à l'envers ou contre nous-mêmes. Dire oui alors qu'on a envie de dire non. Sourire lorsqu'on a envie de hurler. Refuser de ralentir lorsque l'on est à bout. Tout ça pourquoi ? Pour ne pas décevoir, pour faire plaisir, pour être connu, pour être aimé. Mais vous savez quoi ? Ce n'est pas du don de soi. C'est de la négation, de l'abnégation. Et ce n'est pas du tout de l'amour. C'est de l'auto-sabotage. Parce que lorsque vous dites oui à tout le monde, bien évidemment que vous vous dites non à vous, à ce dont vous avez besoin, à du repos pour aller dîner, déjeuner ou accepter cette réunion de plus. Parce que si vous cherchez à être aimé pour ce que vous faites, vous oubliez que vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes déjà. Je sais que ce sujet est tricky, mais qu'il vous parle aussi, qu'il résonne en vous. Il parle à mes coachés au quotidien. Il m'a parlé à moi et continue d'ailleurs aussi de me parler, c'est quelque chose que je continue de travailler. C'est la racine d'une fatigue sourde, d'un perfectionnisme qui ronge, d'un syndrome du bon élève ou de la bonne élève qui ne nous lâche pas et qui nous empêche jour après jour d'oser vivre, d'oser travailler, d'oser aimer en étant vraiment nous-mêmes. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment ce regard, parfois admiratif, et c'est là qu'il est souvent le plus vicieux, parfois critique, est devenu un fil à la patte, un boulet, des boulets que vous traînez au quotidien, qui vous entrave, qui vous empêche de courir à votre vitesse de croisière, qui vous empêche de faire ce petit saut dont vous auriez besoin pour passer au step d'après. Et surtout, on va essayer de craquer certains de ces fils, essayer de trouver comment se libérer de certains de ces fils à la patte. Je ne vais pas vous dire de tout envoyer valser, rassurez-vous, mais je vais vous proposer d'oser. D'oser vous poser les bonnes questions, celles qui grattent, celles que l'on évite souvent, celles qui peuvent vous faire changer de perspective, faire ce petit pas de côté de plus, et peut-être même de trajectoire. Je vais vous proposer d'oser, tester, de vous mettre en action, de tester certaines choses pour voir ce que cela donne et ce que cela génère en vous surtout. Si vous nous rejoignez pour la première fois, bienvenue. Ici, chez Reset Your Mind, nous parlons business, leadership et décisions stratégiques, mais sans chichi et sans blabla. Nous parlons de la vraie vie, des dilemmes, des coups durs, des moments où tout bascule. Parce que piloter sa vie, une carrière, une équipe, un business, c'est souvent faire face à l'inattendu. Or, personne ne nous apprend vraiment comment gérer cela. Pas plus que gérer nos pensées, prendre soin de nous, alors que nous sommes notre source la plus précieuse. Si vous cherchez des pistes concrètes, des réflexions qui bousculent et un vrai sparring partner pour avancer, vous êtes au bon endroit. Respirez, installez-vous et attaquons. Peut-être t'en es-tu déjà rendu compte, mais le jugement des autres nous importe beaucoup. Tu as besoin du retour approbateur de ton boss ou de ta boss, de ton client, pour être satisfaite de ton travail. Tu as besoin du retour de ton partenaire ou ta partenaire pour te sentir aimé ou te sentir une ou un bon partenaire en retour. Tu as besoin de l'approbation de tes parents ou de tes beaux-parents pour te lancer dans un projet d'achat, de construction, de voyage. Bref, tu as besoin de l'approbation de ton entourage pour te conforter, te réconforter, te rassurer, quitte à le faire à contre-cœur, à ton détriment.
Alors que tu es déjà épuisé de ta semaine, que tu détestes faire ceci ou cela, aller déménager un ami, encore récupérer le projet un tel de tel collègue parce que il est débordé ou de faire refaire la présentation parce que telle personne t'a fait des remarques alors que c'est pas son domaine d'expertise. Mais tu n'arrives pas à dire non. Tu te dis que tu le fais pour le plaisir pour certaines de ces actions. Parfois même, tu t'imposes de le faire. Après tout, c'est la moindre des choses que tu puisses faire pour tes parents, tes proches ou tes amis. Il y a même parfois ces petites pensées que c'est ce que tu dois faire pour être à la hauteur, que tu dois faire pour être au niveau de ce poste, être un ou une bonne enfant vis-à-vis de tes parents, bonne collaboratrice, un bon collaborateur, bonne manager. Tu sais quoi? C'est faux. Tu le fais pas pour ça. Tu le fais pour être aimé. Que l'on t'accorde cette valeur que tu ne t'accordes pas toi-même. Ce n'est pas la moindre des choses. Ton temps est ta ressource la plus précieuse. Tu te souviens? Et tu préfères donc accorder ce temps, ta ressource la plus précieuse, à quelqu'un d'autre, plutôt qu'à toi. Si je pousse le raisonnement, tu t'accordes donc plus de valeur à l'autre qu'à toi. J'ai décidé d'accorder toute une session sur ce sujet, toute une séquence, car le regard des autres est pour moi l'une des principales raisons de notre malheur, de notre auto-sabotage perpétuel, de notre auto-censure sur cette terre. Le regard des autres nous enferme, nous contraint dans des idées, des aspirations, des devoirs ou des injonctions qui ne sont pas les nôtres. De plus, ce qui est vrai dans la vie personnelle l'est tout autant dans notre vie professionnelle. Alors, pourquoi le regard des autres est si important? La première raison que je vois, c'est celle qui nous ramène à notre condition, d'animal social. Tu te rappelles le cerveau reptilien? Eh bien, le revoilà encore une fois. Nous sommes des animaux sociaux. Depuis la nuit des temps, ce qui a assuré notre survie en tant qu'animal, c'est le groupe. La force du groupe nous a toujours apporté sécurité, réconfort, nourriture. Bref, le groupe a assuré notre survie. Donc si nous n'avons pas l'approbation du groupe, nous risquons l'exclusion du groupe. Et si nous sommes en dehors du groupe, nous risquons la mort. Et si le cerveau reptilien s'agite en force, panique, et nous ramène à ce qu'il connaît, même si c'est à notre détriment, c'est pour cette raison-là qu'il le fait. Par peur de l'exclusion, par peur d'être en danger, par peur du risque potentiel d'être mort. On est conditionné ainsi depuis notre naissance, et même bien avant notre naissance. La deuxième raison, c'est une bonne réponse égale un bon point. Ce fonctionnement, ces schémas neuronaux sont en plus renforcés par des générations d'éducation où si tu as la réponse, le comportement attendu par le groupe, alors tu es récompensé. Comporte-toi bien et tu seras un enfant sage. Donc un enfant accepté, tel que tu dois être. Apprends bien tes leçons et tu auras de bonnes notes. Rends tes dossiers à l'heure, fais avancer les projets correctement et ta boss, ton boss, sera content. Voire, tu auras peut-être même une augmentation, une récompense. Je crois que tu as compris où je voulais en venir. Le pire dans tout ça, c'est que notre système éducatif, notre système relationnel, professionnel, repose sur ce fonctionnement qui se renforce d'autant plus qu'il y a double récompense. Il y a la première qui est la récompense du groupe, qui t'accorde de la valeur. Tu as répondu selon leurs critères, leur vision des choses, et donc le groupe te reconnaît comme conforme à leurs attentes, comme membre à part entière du groupe. À cela, tu ajoutes le petit shoot de dopamine dans ton cerveau lorsque tu viens lui apporter cette satisfaction immédiate. Et ça, on sait à quel point notre cerveau, il aime ces petits shoots de dopamine. Ce que l'on sait aussi, c'est que plus on les emprunte, plus ces schémas de Renault deviennent des autoroutes, des autotubes même, je dirais. Donc, il est plus difficile aussi d'en sortir. Une fois qu'on s'est dit ça, tu peux encore te demander où est le problème. Après tout, c'est le regard des autres qui t'amène aussi parfois à te dépasser, à ne pas abandonner. Comme toutes les pensées, cela dépend de ce que tu décides d'en faire. C'est en cela que je dis souvent que notre cerveau peut aussi bien être notre meilleur allié que notre pire ennemi.
Le problème se pose lorsque tu agis perpétuellement en fonction du regard des autres et que tu te perds toi-même dans cette quête d'approbation perpétuelle. Laisse-moi te donner quelques exemples que je rencontre le plus souvent en coaching et contre lesquels je me suis moi aussi battue pendant. Pourquoi c'est un problème? C'est un problème parce que le premier, c'est la recherche perpétuelle d'une perfection totalement illusoire, qui ne correspond pas à ta propre définition de la perfection, qui sera donc variable en fonction des interlocuteurs et ce, sur un même sujet, et qui t'amènera à douter à chaque pas, te fera perdre énormément de temps et d'énergie, et pas forcément sur les bons sujets. Par là, j'entends des sujets qui sont importants pour toi et sur lesquels tu as une vraie valeur ajoutée à proposer. Ce perfectionnisme illusoire va t'emmener à aller chercher toujours plus loin, alors que la base est bonne, la base est faite. Le deuxième problème, c'est le fameux syndrome de la bonne élève ou du bon élève, dans la même lignée mais légèrement différent. Celui-ci il est encore un peu plus pernicieux, je trouve. Sous couvert d'apporter une réponse à une situation, à un problème, à un projet, le syndrome de la bonne élève remet entre les mains d'autrui, de quelqu'un d'autre que toi, ta propre valeur. Prenons un exemple professionnel. Projette-toi et essaye d'imaginer la scène ou d'aller la chercher dans tes souvenirs. Tu remets un dossier à ton client. Réponse d'appel d'offres, planning de projet, je te laisse choisir le livrable que tu préfères. Tu l'as? Ce client te fait des retours moyens sur ton livrable, car il ne correspond pas pleinement à ses attentes. Comment est-ce que tu te sens là, maintenant, tout de suite? Es-tu la bombe professionnelle, experte, engagée que tu es? Ou la bombe moyenne qui n'a pas su répondre aux attentes de ton client? Alors que tu es toujours la même personne qu'avant d'avoir remis ce livrable. Ton expertise est toujours la même, tes compétences n'ont pas changé. Et peut-être que tout simplement, ton client n'a pas su comprendre l'intérêt de ta proposition, ou le brief de départ n'était pas assez clair, ou peut-être encore que cette fois, t'es passé à côté. Et cette fois-ci, bah, ça arrive, c'est OK. Mais encore une fois, tes compétences, ton expertise, ton expérience restent la même. On nous a tellement habitués à être évalués, comparés à d'autres, depuis notre plus jeune âge, à avoir une note, que nous avions fini par associer cette note à notre valeur et à qui nous sommes réellement. Le troisième problème de cette quête perpétuelle de l'approbation des autres et du poids du regard des autres, c'est le people pleasing. Ou comment toujours dire oui aux autres au lieu de dire non pour soi. Dans la lignée des deux précédents, celui-ci, il te relègue une fois de plus au second plan, pour avoir l'approbation du groupe, que l'autre, pardon, avoir l'approbation du groupe ou de l'autre, d'autrui, et en retour, t'accorder ta propre valeur. Et tu vas avoir une tendance plus ou moins forte à dire oui pour faire plaisir, alors que tu voudrais dire non, et que tu devrais parfois dire non. Quelques exemples. Ton collègue veut te refiler le dossier Oméga. Tu es déjà surchargé, mais tu dis oui. Ta mère veut que tu viennes déjeuner dimanche. Tu es épuisé, tu préférerais rester au calme. Tu aurais besoin de te rester au calme, mais tu dis oui. Last but not least, tes beaux-parents veulent que vous veniez passer les vacances d'été chez eux, alors que tu voudrais partir à Bali en amoureux, mais tu dis oui. Ça marche dans toutes les sphères de la vie. On se sent obligé de dire oui à tout et à tout le monde pour se sentir aimé, valorisé en retour. On se dit même que c'est ce que l'on doit faire. C'est ce que l'on attend de nous en tant que parents, en tant que collaborateurs, collaboratrices, en tant que boss, en tant qu'enfant. Peux-tu me dire où est-ce que c'est écrit? Qui a posé cette responsabilité divine sur tes épaules de satisfaire tout ton entourage? En quoi est-ce que tu seras une meilleure personne si tu dis oui à tout, quitte à t'épuiser au passage, rentrer à pas d'heure le soir, être sur les nerfs, ne plus être efficace, etc., etc., et finir par t'écrouler et les lâcher plus concrètement sur la durée? Dans cette approche du don de soi aux autres, encore une fois, ça fait référence à la séquence précédente,
où l'on ne s'accorde de la valeur personnelle ou professionnelle qu'à travers ce que l'on fait pour les autres, on finit par perdre son identité propre, notre connaissance de nous-mêmes. Et c'est ainsi que l'on arrive dans une société où une crise existentielle se retrouve à tous les niveaux de perte de sens généralisée. Je pense que tu as déjà dû croiser des articles, des questionnements, des conférences sur cette thématique-là. Le sens, la quête du sens en 2000, au XXIe siècle, en 2020. Si c'est humain de chercher du sens, encore une fois, et cela peut arriver ponctuellement, temporairement, cette quête de sens, elle n'est pas faite pour durer éternellement. Et surtout, à perdre son identité propre, on finit par perdre notre valeur intrinsèque et à construire cette valeur intrinsèque que nous avons à proposer aux autres. Qui nous sommes réellement, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait rayonner. Tu l'auras aussi compris, on ne peut pas contrôler les pensées des autres et être en recherche permanente de l'approbation des autres, s'assurer de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ressentent ou disent, a tout à voir avec eux, avec leur propre histoire, leur propre biais cognitif, éducationnel, ou leurs propres règles, la propre valeur qu'ils accordent aux choses. Ce que les autres pensent, y compris de toi, n'a rien à voir avec toi et avec qui tu es. Ce que tu montres aux autres n'est qu'une partie de qui tu es. C'est un problème car c'est ce qui te mène directement vers une abnégation de toi-même, de qui tu es réellement, quelles sont tes véritables aspirations et surtout, encore une fois, c'est la voie royale à un épuisement lent et total. Pourquoi crois-tu qu'on voit une explosion des burn-out sur les 10, 15 dernières années? Qui es-tu toi? Quelle est ta valeur? Je sais que ces questions sont parfois vertigineuses et peuvent faire un peu peur. Surtout si depuis la plus tendre enfance, tu as évolué dans ce contexte où tu ne t'es jamais vraiment autorisé à les poser. Or, on a besoin de ces autres parts de soi pour se ressourcer, se réénergiser justement, indépendamment de ce que les autres peuvent en penser. De ces moments à soi, de ces activités pour soi, de nourrir ses aspirations personnelles. Autrefois, on appelait ça un jardin secret. Il n'a pas à être secret et surtout, cette dénomination est clairement sous-cotée versus sa réelle importance. Pour se révéler, s'aimer, se réaliser, pour oser faire de grandes choses indépendamment de ce que les autres attendent de toi. Car vouloir plaire à tout le monde, c'est la meilleure façon de ne plaire à personne et surtout pas à toi. Alors, comment en prendre conscience et en sortir? La première chose à se rappeler, à se marteler en boucle, à l'écrire et peut-être le coller sur ton ordinateur, sur ton bureau, quelque part où tu peux le voir tous les jours, c'est: tu n'es pas responsable des émotions des autres. Tu n'es pas responsable des émotions des autres. On l'a vu dans les séquences sur les émotions sont générées par des pensées qui sont propres à chacun, chacune de nous. Ce qu'ils pensent ou ressentent est de leur responsabilité, pas de la tienne. Je ne suis pas en train de te dire de tout envoyer valser du jour au lendemain. Je suis en train de t'encourager à faire cet effort, de te remémorer ce pont à chaque fois que ça devient inconfortable. Faire ce petit pas supplémentaire chaque jour, car oui, il y a toujours plusieurs occasions par jour de le faire, dans différents contextes, que ce soit le pro, le perso, l'amical, peu importe. Tu verras, chaque fois que tu le feras, en plus, ce sera plus facile la fois d'après. Au début, l'inconfort sera bien présent pour toi, comme pour ton interlocuteur, car après tout, tu dis toujours oui d'habitude. Mais petit à petit, tu vas apprendre à laisser cet inconfort exister, être là, sans pour autant qu'il t'empêche d'avancer. Et ça, ce sera le début de la liberté. Pourquoi est-ce qu'il est important d'en prendre conscience et de le dépasser? En prendre conscience est la première étape, tu t'en doutes. Et tu peux t'exercer à l'observer sur toi-même ou autour de toi. Vraiment comme si tu étais une autre personne en dehors de ton corps et à regarder ce qui se passe de plus loin. Ensuite, en le dépassant, en allant au-delà de cet inconfort, cela te permettra de retrouver un alignement avec toi-même, avec qui tu es, avec ton fonctionnement et tes propres besoins.
En recherchant cet alignement, tu ne seras plus en train de courir partout, tout le temps, sans vraiment savoir pourquoi. Mais au contraire, en recherchant cet alignement, tu sauras pourquoi tu es là. Pourquoi tu fais cet effort. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'investir ton temps, ton énergie et ta santé dans cette réaction? Quelle est ta motivation? Je te donne un exemple personnel. Moi, je fais partie de ces personnes qui ont besoin de calme et de repos pour se ressourcer. Si j'adore être entourée, j'aime aussi des périodes de calme en solitaire. Ça m'a manqué pendant des années et c'est une des composantes qui m'a épuisée. Lorsque j'ai compris et que je me suis autorisée à m'accorder ces périodes de repos sans culpabilité, ça a été pour moi le jour et la nuit. Bien évidemment, la culpabilité au début, elle était là, bien présente, de dire là j'ai besoin de 30 minutes ou d'une heure ou de X temps off. J'ai des enfants, donc mes enfants étaient à gérer. Mais après chaque tentative, elle s'est atténuée jusqu'à complètement disparaître aujourd'hui. Le repos n'a pas toujours besoin d'être au fond du lit, sous la couette, à dormir. Il peut aussi être un bon livre, une balade, ou suivre une formation, comme tu es en train de le faire. Le repos est multiple. À chacun de nous, de trouver celui qui nous convient en fonction du moment de vie où nous sommes. En travaillant à dépasser ce regard des autres, tu vas aussi pouvoir retrouver ton authenticité. Qui tu es réellement? Quels sont tes centres d'intérêt? Et cette authenticité attirera des personnes partageant ces centres d'intérêt. Et elle te permettra aussi d'évoluer dans ce sens, sans être en permanence en opposition avec toi-même. Être entouré de personnes qui nous aiment pour ce que l'on est vraiment et nous encouragent sur cette voie. Un autre aspect important dans cette recherche de l'affranchissement du regard des autres, c'est le résultat que l'on crée pour nous-mêmes et autour de nous. Je m'explique. En étant aligné et plus authentique, on se rend compte qu'il est chaque jour plus facile de dire non à ce qui ne nous convient pas, ce qui n'est pas important, ce qui n'a pas de valeur. Et ça nous permet, par opposition du coup, d'investir notre temps et notre effort là où ça le crée le plus de valeur, là où nous créons plus de valeur. Il n'y a plus de dispersion inutile et ainsi tu as plus d'impact pour créer plus de valeur. Je pourrais aussi te rappeler, te parler de plus d'inspiration pour aller au-delà de ce que tu pensais jamais réalisable. Une certaine liberté d'agir et de penser et de défendre des causes qui te touchent. Des personnes qui t'inspirent, qui jouent un rôle modèle pour leur entourage. Je pourrais te parler aussi des leaders, managers qui fédèrent autour d'eux et emportent et changent les choses. Penses-tu que ces personnes attachent autant d'importance que toi aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui, à ce que les autres peuvent penser? Je crois fondamentalement qu'être aimé ne devrait pas être conditionné. Être aimé pour ce que l'on est ne devrait pas être conditionné. Pas conditionné à ce que l'on fait pour les autres, mais uniquement pour qui nous sommes. Les parents comprendront. Aimes-tu tes enfants uniquement lorsqu'ils sont sages, polis, propres et ont de bonnes notes à l'école? Je crois que la réponse est évidente. Et pourquoi est-ce qu'il en serait autrement pour toi, quand bien même tu sois à l'âge adulte? Pourquoi est-ce que tu serais aimé uniquement sous condition? N'oubliez pas qu'il reste quelques créneaux disponibles pour Reset Express. Reset Express, c'est 1h30 en tête-à-tête avec moi pour faire le tri, reprendre de la hauteur et définir un plan d'action qui a du sens pour votre next step. Si vous êtes dirigeant, cadre, entrepreneur, mais qu'entre la charge de travail, la charge mentale, les doutes, les priorités, vous ne savez plus par où commencer et que chaque décision vous pèse, vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans les notes de l'épisode. Parce que oui, parfois, il suffit d'1h30 avec la bonne personne, les bonnes questions pour remettre toute une trajectoire sur les rails. J'ai besoin de vous. Pouvez-vous prendre 5 minutes pour noter ou commenter cet épisode? Grâce à vos avis, Reset Your Mind commence à être connu. Et j'ai très envie de voir jusqu'où nous pouvons aller ensemble.